Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, voici le sommaire. La laïcité est-elle en danger dans nos écoles? Plusieurs rapports alarmants vont dans ce sens. Le dernier en date révèle que la laïcité entre en tension avec les valeurs de l'éducation populaire. Alors, comment doit réagir l'éducation nationale lorsqu'une valeur telle que la laïcité est de plus en plus menacée dans nos écoles? Nous en débattrons dans un instant avec nos invités. Nous allons également parler d'économie avec notre invité de deuxième partie d'émission. Le spectacle Les surfeurs de l'économie relève le défi de vulgariser le thème de la finance et de l'économie dans les établissements scolaires. Apprendre en s'amusant, c'est justement le but de ce projet théâtral. Et puis enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, son invitée est Rosa Burstein. Mais avant ça, c'est évidemment l'actu en bref avec Marie Conan. Marie, bonjour. Bonjour Mathilde. Les enseignants seront bien augmentés donc à la rentrée prochaine, mais la hausse moyenne n'atteindra pas les 10% promis pourtant par Emmanuel Macron lors de sa campagne. Exactement, elle sera seulement de 5,5% par rapport à 2022 selon l'AFP, ce qui nous fait une hausse entre 100 et 230 euros net par mois. Alors l'éducation nationale le précise qu'il s'agit d'une revalorisation sans condition pour tous les professeurs, quel que soit leur corps, quel que soit leur statut, titulaires contractuels, donc tous concernés sans condition d'âge, avec cet objectif de mettre tout le monde au-dessus de 2 000 euros. Mais vous l'avez dit, Mathilde, 5,5%, c'est presque 2 fois moins que le chiffre promis par Emmanuel Macron, promis par Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, le mois dernier encore. De quoi susciter la colère des syndicats, la colère de la gauche. L'eurodéputé Marion Aubry qui dénonce par exemple sur Twitter une baisse des salaires réels vu le niveau actuel d'inflation, qui est de 5,7% sur un an. Hausse des salaires également pour les chefs d'établissement. Ils toucheront cette année une prime de 1 000 euros. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé hier sur France Info. Exactement, voici ce que déclare Pape Ndiaye concernant cette prime. Elle sera versée à tous les chefs d'établissement ainsi que leurs adjoints pour tenir compte du surcroît de travail du nouveau système. Alors on le précise, tout le monde n'est pas concerné par cette prime. Seuls les proviseurs qui mettront en place le pacte pourront bénéficier de cette prime. C'est ce nouveau système dont parle le ministre. C'est un dispositif proposé par le gouvernement et qui incite les enseignants à réaliser des missions supplémentaires. 14 000 proviseurs et leurs adjoints sont concernés. Date du versement de cette prime, décembre 2023. Une prime qui sera reconduite sous forme ou sous une autre les années suivantes, nous dit Pape Ndiaye, qui sera même revalorisée en 2024 et les négociations sont déjà en cours. La conférence nationale du handicap s'est ouverte aujourd'hui à l'Élysée. L'inclusion des élèves handicapés en milieu ordinaire fera partie des axes discutés. Les associations, évidemment, espèrent des annonces. Oui, c'est un enjeu de taille, un sujet sensible. Pour dire, 52 associations boycottent cette conférence aujourd'hui car le constat est partagé. L'école inclusive censée donc offrir une éducation de qualité aux enfants porteurs de handicap est à la peine. Les 3,5 milliards d'euros alloués à l'école inclusive l'année dernière n'ont pas suffi. C'est ce que nous disent les associations. Plus de 400 000 élèves en situation de handicap feront leur rentrée en 2023 et il manque toujours des places. D'après les chercheurs, la vraie solution consisterait à révolutionner le système au lieu de constituer, de bricoler. Voici ce que nous dit l'un d'entre eux, l'un de ces chercheurs, Serge Thomasé. Les jeunes avec polyhandicap ont jusqu'à 17 prises en charge. Résultat, certains se retrouvent avec 2 heures d'école par semaine. C'est de la folie. On divise les enfants par autant de besoins qu'ils ont. Pour lui, il faudrait arrêter ces prises en charge externes et faire travailler tous ces professionnels ensemble au sein de l'enseignement. Et enfin, Éric Ciotti demande au ministre de l'Éducation nationale de, je cite, laisser l'école libre en paix. C'est dans une tribune publiée dans le Figaro. Oui, c'est une réponse virulente à Pape Ndiaye. Le ministre a fait de la mixité sociale l'une de ses priorités et il attend un engagement chiffré de la part des écoles privées. De son côté, le président des Républicains dénonce des attaques injustifiées faites à l'école libre. Pape Ndiaye a, ce sont ses mots, des complaisances avec le wokisme. On l'écoute.
il a nié à l'université une démarche islamo-gauchiste. Il dit ça n'existe pas, c'est des travaux de recherche. Il a accusé la France d'avoir un modèle républicain très affaibli. Il a parlé de racisme systémique pour notre pays. Tout ça, ce sont des éléments qui m'inquiètent par rapport à la capacité de ce ministre à défendre la laïcité républicaine. Il porte atteinte au Conseil des sages sur la laïcité. Donc Éric Ciotti, inquiet sur la capacité de Pape Ndiaye à défendre la laïcité républicaine. Pour lui, il y a actuellement d'autres priorités au sein de l'éducation nationale, comme par exemple la violence, la baisse du niveau des élèves. Voici ce qu'il nous dit. L'école de la République s'effondre et le ministre regarde ailleurs. C'est d'ailleurs une opinion que partage Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, déclarée elle aussi au micro d'Europe 1. Pourquoi veut-il détruire ce qui marche? Merci beaucoup Marie pour ce petit tour d'actualité. Et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'on va parler tout de suite de laïcité. C'est la question du jour. Et tout de suite, c'est donc la question du jour au programme. Et vaste programme, c'est la laïcité. Avec moi pour en parler, Jean-Pierre Bélier, adjoint au maire de Nanterre, chargé de l'éducation. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Céline Pina, essayiste par Skype. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous pour ce sujet ô combien important, surtout en termes d'éducation nationale. Il y a beaucoup à dire. Alors, a été publié le 21 avril dernier par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire une étude qui porte sur les professionnels de l'éducation et leur vision de la laïcité. Elle révèle que pour eux, la laïcité, je cite, entre en tension avec les valeurs de l'éducation populaire. Et surtout, ils voient la laïcité comme une question imposée de l'extérieur. Cette étude révèle aussi des dilemmes professionnels. Est-ce que, Céline Pina, on commence par vous, cette étude vous a surprise ou pas? Non, pas du tout. D'abord parce que je vous rappelle qu'il y avait eu un premier souci avec Madame El Haïry quand elle était venue. Je crois qu'il y avait eu une espèce de grand cérémonial lié à l'éducation populaire et lié au service national universel. Et les jeunes avaient refusé de chanter la Marseillaise et s'étaient livrés à un véritable réquisitoire extrêmement marqué idéologiquement, qui décrivait la France comme un État qui pratiquait le racisme systémique. Donc le ver était déjà dans le fruit depuis pas mal de temps. Et il se trouve que l'éducation populaire, qui naguère fut au contraire un des porte-drapeaux de la laïcité, a été investi notamment à la fin des années 90 par une commission qui s'appelait d'ailleurs Laïcité et Islam, a été très proche de Tariq Ramadan. Et aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre d'acteurs de l'éducation populaire n'ont plus de lien avec la laïcité et répètent des choses qui sont absolument fausses et qu'on a entendu d'ailleurs là-dedans. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les valeurs de l'éducation populaire qui s'affrontent à la laïcité, parce qu'il faut rappeler quand même ce que c'est la laïcité. C'est d'abord effectivement une législation, une tentative de pacifier les esprits par le droit à l'origine suite aux guerres de religion, mais vu par les Lumières, c'est une tentative d'émancipation des esprits par la raison, c'est-à-dire le fait de croire en l'esprit humain comme capable de créer les conditions d'un vivre ensemble et comme capable de justifier le pouvoir, puisque le pouvoir s'appuie toujours sur un certain nombre de valeurs. Et au lieu d'adosser le pouvoir à des dogmes religieux, la laïcité choisit de justifier le pouvoir via la capacité de dialogue et de débat des hommes. Jean-Pierre Bélier, reparler à chaque fois de ce qu'est que la laïcité, vivre dans un endroit commun sans qu'une religion prenne le pas sur l'autre, etc. Est-ce qu'il faut toujours reparler de ce qu'est réellement la laïcité, où les gens l'ont compris, mais juste, ils n'en veulent pas? J'allais être tenté de vous dire c'est ni l'un ni l'autre.
parce que très souvent on a tendance à essayer de rabâcher les principes, les valeurs de la République et les principes de laïcité comme une leçon à apprendre. J'ai le sentiment aussi, effectivement, qu'on remet toujours un peu la signification de la laïcité, c'est très bien. Mais le problème est ailleurs aujourd'hui. En vérité, comme vous le savez aussi bien que moi, il y a le concept de laïcité, il recoupe 3 dimensions. Il y a la laïcité, on va dire, juridique, comme l'a rappelé Madame précédemment, effectivement, issue de la loi de 1905, qui est indiscutable et qui, je dirais, constitue même la base et le fondement de notre République. Et après, il y a ce que, d'ailleurs, ce rapport dénomme la laïcité narrative, c'est-à-dire après l'histoire qu'on se raconte et qui petit à petit pénètre l'inconscient collectif des acteurs, acteurs que ce soit en tant qu'animateurs, en tant qu'enseignants, en tant que famille, en tant qu'enfants aussi. Et puis il y a, je dirais, après, au-dessus de tout ça, quelque chose qui est parfois un petit peu influent, et qui a la vision politique de la laïcité qui est, j'allais dire, aux confins de cette laïcité juridique et de cette laïcité narrative. Sur le terrain, dans le 92 à Nanterre. Sur le terrain. Et justement, quels sont vos retours? Quel est votre sentiment? Bien évidemment. On voit bien dans un territoire comme le nôtre, qui est par essence caractérisé par sa grande diversité compte tenu de la nature sociologique de sa population, on voit très bien que d'une certaine façon, les acteurs, alors quand je parle des acteurs, je parle des professionnels de l'éducation populaire, et professionnels de l'éducation populaire, qui sont tantôt des agents de l'État ou des agents municipaux, tantôt des agents d'officines, enfin au sens noble du terme, de structures privées qui eux aussi interviennent dans le cadre d'une mission de service public. On ne parle pas donc des professeurs. Voilà. On ne parle pas des enseignants. Le rapport, là, voilà. Non, bien sûr. Le rapport touche du doigt le fait qu'il y a parfois effectivement des distorsions entre la vision très juridique de la laïcité, telle qu'elle est imposée, notamment dans le cadre scolaire, et qui ne pousse ou ne génère aucune contradiction. La laïcité dite narrative, qui est celle qu'on vit sur le terrain lorsqu'on est animateur, on est une famille, on est collectivité territoriale, collectivité locale, et donc il faut toujours réussir à trouver la bonne façon de fonctionner. Et dans une ville comme Nanterre, mais je ne fais pas la promotion de Nanterre, on y parvient en respectant, j'allais dire, de manière très systématique, le cadre juridique de la loi de 1905. Mais donc, tout dépend. Oui, donc à Nanterre, dans les collèges, dans les lycées, la laïcité, selon vous, est pleinement respectée. Les professeurs, en tout cas, ne font pas de retour sur ce thème-là. Il y a bien évidemment des jeunes qui vont faire une tentative. On l'a vu au mois d'octobre dernier, autour du port des tenues. Oui, on va en parler, de l'abaya notamment. Voilà. Mais dès lors que les choses sont bien réglées en intelligence entre l'éducation nationale et une collectivité, tout se passe pour le mieux. J'ai plein d'exemples à donner qui peuvent inspirer d'ailleurs vos téléspectateurs, mais la question du réajustement d'une tenue quand on sort du lycée. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on laisse les jeunes filles se réajuster dans l'enceinte du lycée, mais auquel cas j'allais dire, contredit le principe, cadre réglementaire. Donc la tentation d'un certain nombre d'établissements, c'est de supprimer toute forme de capacité pour les jeunes filles, notamment, à se réajuster le voile. Soit on considère que c'est à l'extérieur qu'elles ont la possibilité de se réajuster, parce que ça, c'est conforme à la loi. Bien sûr. Et donc, il suffit de trouver... C'est ça le juste milieu qui est difficile. Voilà. Céline Pina, je me tourne vers vous, mais quand on est professeur, on se retrouve face à une jeune fille, on en parlait il y a un instant, qui a une sorte d'abaya. C'est
pas clairement ça, mais enfin, en tout cas, l'idée est là. Que doit-il faire? Non, en général, c'est clairement ça. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que c'est une offensive qui n'est pas une offensive qui ne vient de nulle part. C'est en général provoqué par un certain nombre d'associations ou de mouvements islamistes qui, sur les réseaux sociaux, incitent les jeunes femmes, par exemple, à porter des abayas, leur indiquent quel doit être le discours qui doit accompagner ça pour un petit peu mettre dans la difficulté l'institution et leurs professeurs. Et ensuite, tout ça se joue en temps réel, c'est-à-dire que ces jeunes militantes, ou en tout cas dont le cerveau a été ensemencé par un militantisme pro-religieux, arrivent dans les écoles et testent la résistance. Voilà, il ne faut pas non plus se leurrer. Pourquoi est-ce qu'on a fait une loi sur le voile? Parce que cette question-là était brandie comme un drapeau par des associations qui avaient des liens avec les islamistes, parce que cela voulait imposer le voile à l'école, et il a fallu faire une loi pour clarifier tout cela. Donc, on va arrêter de se leurrer. On a vu dans le cas des abayas, on a pu voir qui diffusait ces mots d'ordre, par quel biais ils étaient diffusés, et on a pu voir le succès que ça a pu avoir. Vous faites allusion aux frères musulmans. À un moment donné, on ne se cache pas derrière son petit doigt, et on assume le fait d'être en face d'une offensive, qui est une offensive autant politique que religieuse, et on met les limites, tout simplement. Vous faites allusion, effectivement, je le disais, aux frères musulmans qui ont une propagande, qui font propagande sur les réseaux sociaux, notamment sur Internet. Jean-Pierre Bélier, vous avez beaucoup réagi pendant en écoutant les propos de Céline Pina. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il n'y a pas de promotion derrière? Bien sûr que si, bien sûr qu'il y en a. Mais je pense qu'il faut éviter de faire un amalgame et de penser que toutes les jeunes filles ou tous les jeunes... C'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qui a été dit, attention. Mais, non, je ne mets pas en cause les propos de notre interlocutrice, mais je dis simplement que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous donner un exemple. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes filles de 16-17 ans à s'habiller de la sorte dans l'établissement? Encore une fois, on ne parle pas de l'extérieur, mais en cours, dans la cour de récréation ou dans les salles de classe. Parce qu'il y a une forme de défi collectif, il y a une forme de... Effectivement, il y a des prosélytes. Et c'est la religion qui est derrière quand même. Voilà, c'est cela qu'il faut bien évidemment essayer de combattre, en tout cas de raisonner. Et là-dessus, je n'ai pas un seul état d'âme. Mais après, ce qu'on voit concrètement, je vous donne une anecdote très rapide. Lycée Joliot-Curie, 2 jeunes filles, musulmanes, arrivent avec une tenue, effectivement, qui peut être assimilée à une tenue religieuse. La chef d'établissement leur fait une remontrance à l'entrée en leur demandant d'aller réajuster leur habillement de telle sorte que ce soit moins ostensible ou ostentatoire. Bien sûr. Elles le font plutôt de bon gré. Voilà. Mais elles en nourrissent une certaine forme d'amertume, de rancœur. Et en fait, elles jouent à un jeu. Mais alors, c'est quoi ? Le lendemain, leur tenue, elles demandent à 2 de leurs copines, qui sont pas typées, plutôt blondes, de mettre la même tenue vestimentaire. C'est quoi? C'est de la provocation, alors? C'est l'adolescence. Vous pensez que c'est de l'adolescence? Que se passe-t-il? Les deux jeunes filles qui effectivement ne présentent pas de signes, on va dire, socio-ethniques. Oui, on a bien compris, pas musulmane en tout cas, on a bien compris. Rentrent sans problème dans le lycée. Donc vous voyez bien, tout ça alimente une certaine forme de... Oui, mais enfin d'accord. Après, Pape Ndiaye, je me tourne vers vous, Céline Pina, Pape Ndiaye a quand même reconnu je cite, une vague dans les établissements scolaires. C'est un vrai problème, c'est un vrai fléau. Comment endiguer ce phénomène? Là, on parle des abayas ou des camis pour les garçons. C'est peut-être plus les jeunes filles qui sont ciblées, on va dire. Oui. Céline Pina, quelle est la solution aujourd'hui? La France, en tout cas, l'éducation nationale n'est pas assez forte, d'après vous, face à cette invasion depuis cette année des abayas dans les lycées et les collèges? Alors, à l'heure des charges, on est un peu dans la même situation qu'au moment de l'offensive sur le voile. Au moment de l'offensive sur le voile, on a laissé quand même les professeurs et les établissements en première ligne en leur disant au départ, vous allez régler ça au cas par cas en négociant avec les familles, etc. Résultat, l'institution s'est trouvée rapidement dépassée, la nécessité d'une loi s'est fait sentir et on a abouti à la loi de 2004 qui interdisait le voile. Là, c'est à peu près la même chose. Il est compliqué de laisser en première ligne
les professeurs et les dirigeants d'établissements, alors que derrière, c'est un concours de lâcheté chez les élus, et notamment chez les élus à un niveau national. Alors que derrière, on a un ministre qui n'est absolument pas clair sur ces questions-là, et alors qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, le pas de vague est encore le meilleur moyen d'assurer une carrière. Donc, il est difficile de demander à des gens qui sont en première ligne, qui voient en fait les parents, les enfants tous les jours, d'être extrêmement fermes si la représentation nationale ne l'est pas et n'est pas claire. Donc on a ce premier problème qu'on a déjà eu, qui consiste à laisser en première ligne ceux qui ont le moins de légitimité et de capacité pour se défendre. Si on était beaucoup plus ferme sur la question de l'école comme un sanctuaire, et si on était aussi beaucoup plus précis sur ce que disent ces vêtements religieux, par exemple dans le cas du voile, c'est une attaque directe contre l'égalité. Or, nous sommes un pays dans lequel la citoyenneté est basée sur l'égalité, et cette égalité ne peut pas être remise en cause à cause du sexe ou de la différence de couleur de peau ou de la philosophie ou de la religion ou du statut social. Cette dimension est extrêmement belle, on devrait continuer à la porter très haut. Et derrière les signes religieux, il y a aujourd'hui une montée du communautarisme qui est très fort et qui est de dire en fait, moi je n'accepte pas la société française, je n'accepte pas ses règles et ses lois, je considère que cette société est raciste, je considère qu'elle ne respecte pas la liberté religieuse. Et donc, on met un étendard pour indiquer sa révolte. Mais je signale que l'école n'est pas un endroit où on doit accepter n'importe quel comportement et toutes les révoltes parce que c'est l'école. On peut tout à fait penser que la jeunesse de ces enfants, le fait qu'ils soient à un niveau de collège, etc., va expliquer leur volonté de provocation. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas censé y mettre un terme. Et enfin, pour les petites anecdotes, moi, je voudrais raconter quelque chose à propos justement de l'interdiction du voile à l'école. Le nombre de jeunes filles qui ont pu dire ensuite « merci de l'avoir fait » parce que ça nous a permis de nous libérer ostentatoire, qui a une signification très forte, sans rentrer en conflit avec notre famille. Et le fait que ce soit une obligation d'enlever le voile faisait que personne ne nous enquiquinait, que personne ne nous faisait aller faire de la provocation avec ce signe religieux. Donc ce qu'on oublie aussi, c'est que la fermeté et l'interdiction, ça permet aussi de sortir un certain nombre d'enfants d'un conflit de valeurs parfaitement délétère, parce qu'à partir du moment où c'est interdit, elles n'ont pas à rentrer en conflit avec leur famille et elles peuvent vivre cette libération d'un carcan parfois, ou j'allais dire d'un jugement social et familial qui peuvent être très très durs à porter. On oublie parfois, même très souvent, que la loi peut libérer et que l'interdiction peut être libératrice en ce qu'elle permet à des gens très jeunes de ne pas rentrer en conflit avec leur environnement familial ou communautaire. C'est une façon aussi de les protéger. Bien sûr, lorsque Jean-Pierre Bélier, par exemple, parle de crise d'adolescence, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre peut-être aux gens aussi qui peuvent dire, oui, effectivement, c'est une sorte de provocation, de crise d'ado. On défie un petit peu les professeurs, l'école et puis peut-être la France aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Juste. On peut dire que c'est comme la femme sur le voile, c'est-à-dire le voile a un sens, c'est un signe qui est univoque. La femme qui le porte peut avoir 10 000 raisons de le faire. Simplement, le message qu'elle envoie à l'extérieur est toujours le même. Donc, ces enfants peuvent avoir envie de jouer et de provoquer, mais ce qu'ils utilisent pour provoquer n'est absolument pas neutre et est parfaitement manipulé. Donc, je rappelle quand même que quand vous avez un ado à la maison, vous apprenez à lui laisser un peu plus de liberté. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, les sanctions ne tombent pas et les limites ne sont pas mises. Donc, on peut mettre des limites sans pour autant détester la personne ou en faire une caricature. Vous mettez les limites parce qu'elles sont nécessaires. Vous pouvez dialoguer une fois que vous avez sanctionné, pas avant. On sanctionne.
Et on peut ensuite dialoguer avec la personne pour essayer de savoir quel est le message qu'elle voulait faire passer, et vous, quel est le message que vous voulez faire passer, et pourquoi vous pensez que c'est plus juste d'agir ainsi. Je ne prône pas l'absence de dialogue, je dis d'abord les limites, ensuite le dialogue, et surtout, personne n'accepterait n'importe quelle provocation chez lui, encore moins dans une institution. Le rôle d'une institution, c'est d'apprendre aux gens qu'ils ne sont pas à la maison, qu'ils ne sont pas les porte-drapeaux de leurs convictions ou de leurs obsessions, qu'ils doivent en rabattre sur eux-mêmes pour justement pouvoir vivre avec les autres. Si l'institution ne le fait pas, je ne sais pas qui va le faire. Et en tout cas, c'est aussi comme ça qu'on apprend à vivre en société. Il y a eu un tournant, Céline Pina et Jean-Pierre Bélis, évidemment la mort de Samuel Paty en octobre 2020, qui a été un véritable traumatisme pour les Français et évidemment pour ces enseignants qui sont sur le terrain quotidiennement, qui ne se sont pas sentis soutenus, tout comme Samuel Paty d'ailleurs. 2 ans et demi, qu'est-ce qui a changé ? Je précise quand même que la famille a porté plainte contre l'État. Oui, je connais bien le dossier. Je rappelle que je suis inspecteur général par ailleurs et que le directeur académique qui a eu à gérer cette situation est un de mes très proches. Ce qui a changé peut-être, c'est la sensibilité qui a été développée, parfois exacerbée, sur la question, par exemple, de l'utilisation ou non des caricatures. Puisque c'était le sujet, effectivement, les caricatures. C'était, souvenez-vous, le fait générateur. Ce qui a changé aussi, et peut-être d'une façon moins positive, c'est le fait que un événement de cette nature, qui est bien évidemment insupportable et qui a eu des conséquences dramatiques, y compris sur l'image du système éducatif, indépendamment de ce que ça a provoqué autour de la famille et dans la communauté enseignante, c'est le fait peut-être que beaucoup de familles se sont détournées de l'enseignement, ou tentent de plus en plus de se détourner de l'enseignement. Avec l'école à la maison, c'est ça ? Oui, en profitant de l'opportunité qui est offerte par l'école à la maison, ou de mettre leurs enfants dans des réseaux d'écoles privées du premier ou du second degré. Et ça, c'est, je veux dire, quelque chose de très sensible dans une ville populaire comme Nanterre, qui... Les professeurs sont plus entendus, plus écoutés aujourd'hui, depuis Samuel Paty ou pas ? Il y a une forme d'empathie vis-à-vis d'eux qui est manifeste, mais qui, d'une certaine manière, ne suffit pas à gérer ou accompagner leurs difficultés, leurs douleurs, compte tenu du fait que les messages subliminaux qui sont transmis par, je dirais, la société aujourd'hui autour des problématiques de laïcité sont extrêmement pesants. Les propos de Madame, voilà, à cet égard, sont assez révélateurs parce que très honnêtement, ce qu'elle décrit et qui est un fait avéré, concerne 0,001% de la population scolaire de Nanterre. Elle vient à l'entrée ou à la sortie du lycée Joliot-Curie, elle va voir un certain nombre de jeunes filles qui ont un foulard ou un voile et qui le retirent en entrant dans l'établissement sans aucune difficulté, sans aucune retenue. Il y a eu un événement déclencheur au mois de novembre, octobre dernier, qui a été géré par l'Éducation nationale. Quel était cet événement? Juste très très rapidement, pour qu'on comprenne bien. L'histoire du miroir, le fameux miroir qui, l'an dernier, avait été badigeonné par une enseignante qui considérait que les jeunes filles n'avaient pas à se réajuster, même à la sortie du lycée. Que ça devait Quand vous dites se réajuster, c'est-à-dire remettre leur voile. D'accord, si remettre le voile. Non, mais on utilise les bons termes pour que tout le monde comprenne. Voilà. Parce que, voilà. Céline Pina. C'est vrai que les cheveux de femmes sont impurs, leur corps est sale. Il est extrêmement important à l'école de permettre que cette vision de la femme parfaitement rétrograde
et qui porte aussi, il ne faut pas oublier ce qu'est le voile, c'est le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes. Franchement, que l'école soit la première à mettre un miroir, permettre à ces jeunes femmes de porter un signe qui entre en contradiction avec tout ce qui fait notre contrat social, avec cette égalité entre les hommes qui est vraiment fondatrice et essentielle, je trouve ça choquant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, 0,01% de la population, vous dites c'est extrêmement drôle, parce qu'un certain nombre d'études qui ont été menées par des sociologues, je pense notamment à l'étude de Anne Muxel par exemple, mais à d'autres sondages qui ont aussi été faits, notamment par l'IFOP, qui en fait à peu près tous les ans, sur la laïcité et les jeunes, dans lequel vous voyez un véritable décrochage à partir du moment où, y compris chez les croyants, chez les jeunes musulmans, où ils décrochent complètement sur un certain nombre d'items qui peuvent être la question justement de l'égalité entre les hommes et les femmes, la question de la nécessité de faire passer le dogme religieux avec la loi, etc. etc. Ces statistiques sont renseignées et elles sont extrêmement importantes et elles montrent un différentiel très très fort, y compris entre croyants. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes pourcentages si vous interrogez des jeunes musulmans, des jeunes juifs ou des jeunes catholiques sur leur rapport, mais pas seulement à la laïcité, aux caricatures, à la violence, etc. Je pensais notamment aussi à toutes les études qui montrent l'augmentation de l'autocensure des professeurs. Oui, de la Shoah notamment, on va en parler effectivement. Il n'y a pas que la Shoah, il y a aussi la question de l'égalité, il y a aussi, en fait, il y a la question de l'histoire. En histoire, il y a de grandes contestations au-delà de la Shoah. Bref, toutes ces choses sont renseignées, on a des pourcentages. Ça fait des années que les mêmes infos circulent et on me dit ça concerne 0,001%. Je suis un peu triste parce que on va quand même rappeler ce que c'est que la mort de Samuel Paty. C'est un homme qui a été égorgé en pleine rue et décapité suite à une dénonciation qui a été faite et qui a été relayée par des réseaux qui étaient très clairement islamistes. Et avec les ce que la mort aussi, de Samuel Paty a fait, c'était en fait la capacité de passage à l'acte d'idéologies extrêmement violentes et qui n'ont pas forcément besoin d'être structurées en organisation parce qu'elles sont des vecteurs pour toucher les gens et les jeunes qui fonctionnent très bien. Jean-Pierre je pense qu'il ne faut pas être lucide sur ces questions-là. Il est difficile aujourd'hui d'enseigner quand même la Shoah, on parle de la Shoah, mais des caricatures aussi. Je veux dire, beaucoup d'enseignants dans certaines zones en France, en région parisienne, ne peuvent pas montrer les caricatures de Mahomet, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années ce genre de sujet disparaître totalement des programmes en France ? Que ces enseignements disparaissent des programmes. Oui. Je ne pense pas. Parce qu'il devient de plus en plus difficile pour les professeurs, en tout cas dans certains endroits, peut-être pas sur toute la France, mais dans certaines zones. Je ne pense pas 2 secondes que ce soit possible, dès lors qu'effectivement, la machine éducation nationale, que ce soit et l'éducation populaire, se mettent ensemble autour d'une table pour faire passer les messages de concorde, le mot est actuellement à la mode, ou revient à la mode en tout cas, sur le fait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui permettent le lien social de se constituer plutôt que se déliter. Et là encore, je suis bien évidemment en total accord avec Madame sur le fait que le drame de Samuel Paty est insupportable. Je ne vois pas qui pourrait dire le contraire. Après, est-ce que... le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si les professeurs après Samuel Paty sont soutenus aujourd'hui. Voilà. C'est ça la question. Est-ce que cet événement-là est de nature à indiquer que c'est un phénomène qui se généralise ou non ? Tout à l'heure, Madame a dit que on passait souvent, les chefs d'établissement en tout cas, passaient sous silence un certain nombre d'événements internes aux établissements, parce que c'était pour eux peut-être une garantie de leur évolution professionnelle.
Je suis au regret de vous dire que c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, au contraire, les chefs d'établissement sont très attentifs à signaler toute forme de dysfonctionnement et d'attitude de cette nature pour non pas gérer leur carrière, mais pour veiller à ce que le climat scolaire de leur établissement soit pris en considération. J'aimerais que l'on termine sur cette étude qui révèle que 25% des professeurs ont voté pour Marine Le Pen au second tour. C'était lors de cette dernière élection présidentielle. C'est quand même un prof sur 4, alors que normalement, les professeurs sont plutôt de gauche, en tout cas de sensibilité de gauche. Parmi les raisons, on retrouve surtout la laïcité. Il y a un vrai ras-le-bol des professeurs aujourd'hui. Un prof sur 4, c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, peut-être, de dire à ces professeurs qui se tournent vers Marine Le Pen parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne sont pas écoutés à gauche ni même à droite, très rapidement? Alors, ne sont-ils pas écoutés? Ça, je demande à vérifier. Vous avez raison, c'était 11% en 2017 et c'est 25% en 2022. À part ça, je pense que le discours ambiant qui est régulièrement reproduit concourt à effectivement peut-être exacerber les esprits, comme je le disais tout à l'heure, et à encourager des gens qui sont dans le doute sur le bon fonctionnement du système éducatif. Donc, selon vous, c'est un discours ambiant, mais ce n'est pas ce qui se passe dans les cours de récréation. C'est ce qui pousse en tout cas... Ce qui se passe dans les cours de récréation alimente, mais peut-être que les représentations que certains propos relaient ont vocation à exacerber, comme je vous le disais, et amplifier effectivement l'espoir qu'une certaine forme de cohésion puisse être établie dans un ordre républicain. Autoritaire. Céline Pina, rapidement. 50% des professeurs s'autocensurent aujourd'hui. Voilà les derniers chiffres que l'on a. C'est très curieux, ces gens qui s'autocensurent, alors que ce qui leur fait peur, soi-disant, n'existe pas, et alors que l'institution, ou en tout cas leur encadrement, est d'un courage immense. Ça ne colle pas. En fait, ce que disent ces 56% de professeurs qui s'autocensurent, c'est justement qu'ils ne se sentent pas protégés, que les choses ne sont pas claires et que les problèmes sont massifs et réels. Je crois qu'à un moment donné, le déni, mettre la poussière sous le tapis n'est pas la bonne manière d'agir et que c'est un peu facile de dire non, en fait, tout va bien, c'est simplement les médias ou certaines personnes qui tentent d'exploiter des situations pour en retirer des bénéfices politiques. Non, ces 56% de professeurs qui s'autocensurent nous disent qu'il y a un problème extrêmement important. À entendre monsieur, je crains qu'il ne dure encore longtemps. Bon, merci beaucoup. On va finir sur ces paroles. Je suis désolée, ce débat passionnant prend fin. Merci Jean-Pierre Bellier, adjoint au maire de Nanterre, chargé donc de l'éducation. Et merci Céline Pina d'avoir été avec nous. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation. Merci d'être avec nous et je suis ravie de recevoir notre invité Jérémy Le Breton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes metteur en scène, dramaturge, fondateur donc de la compagnie Les Barbares. Marie est également avec nous, elle nous a rejoint. Vous êtes à l'origine du projet des surfeurs de l'économie. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans cette émission. On a vu un reportage passionnant sur votre compagnie et votre spectacle notamment. Le but, c'est de vulgariser, c'est ça, l'économie. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Avec plaisir. En fait, à l'origine, c'est un spectacle qui était une commande. Commande du musée de l'économie, Citéco à Paris. Et ils m'ont demandé de parler un peu des grands penseurs de l'économie. Mais à la base, ils voulaient que je parle de Smith, Marx, Keynes et Ricardo. D'accord. Et de trouver une manière théâtrale de traiter ces figures et de traiter leurs pensées. L'objectif étant d'arriver à replacer un concept dans la pensée d'un auteur et pas seulement parce que
eux disaient qu'il y avait un changement dans les programmes scolaires. On abordait les concepts sans aborder forcément les auteurs. Et donc, comment on pouvait rejoindre ces deux pans-là. Et ce spectacle, il se jouait où alors ? À l'époque, c'était pas un spectacle. C'était la commande qu'on a fait. Et il se jouait devant C'était une pièce de théâtre quand même. La pièce, on l'a écrite. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ils m'ont demandé de traiter ça, et suite à ça, on a écrit cette pièce qu'on a jouée au musée d'économie et qu'on joue après dans les lycées à travers la France. C'est ça. Donc, si vous voulez, vous allez dans les établissements, les élèves donc viennent vous voir, mais c'est pas un spectacle externe, en tout cas extérieur, où les gens peuvent venir. Si aussi. Si aussi, d'accord. Ouais, les deux. C'est un spectacle qui est d'abord né d'une nécessité de répondre au changement des programmes scolaires. D'accord, autour de l'économie. Autour de l'économie, et donc de là est né cette... Après, de là, moi, je m'en suis emparé pour ouvrir aussi un peu le sujet. Et donc, c'en est arrivé à être les surfeurs de l'économie. On est arrivé à replacer ça avec Aristote, à créer une sorte de continuité, à replacer les penseurs dans une époque. Donc, Smith avec les Lumières, Marx. Et donc, voilà. Et je pense qu'une fois que le spectacle s'est créé, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait peut-être une nécessité à en parler, pas forcément pour plus jeunes. Alors, au départ, on vous propose de monter un spectacle sur l'économie. C'est peut-être pas forcément super excitant. Enfin, je sais pas, hein, je donne pas mon avis. Mais bon, on se dit il y a peut-être plus fun que l'économie. Pourquoi avoir accepté tout de suite et quelles ont été vos motivations ? C'est un challenge, quelque chose qui vous a motivé ? Ouais, c'est un défi. Effectivement, au début, c'est pas Vous y connaissez quelque chose en économie au départ ? Pas spécialement. Pas forcément. Enfin, j'avais fait des études de sociologie et j'avais fait ES quand j'étais au lycée, quoi. Ah, quand même. Oh. Donc j'avais des petites entrées un peu. Mais je me suis entouré pour écrire le spectacle avec un dramaturge, qui est un ami à moi qui est metteur en scène, qui lui avait fait des études d'économie et de philosophie politique avant. Ouais, et donc il y avait et le spectacle en plus est écrit en lien avec une équipe scientifique du musée d'économistes, professeurs délégués de l'économie nationale, de l'éducation nationale. Donc on est bien entouré et il y a une sorte de contrôle pour pas qu'il y ait d'erreur. La pensée économique dans votre pièce est parfois présentée avec humour. C'est pas compliqué d'ajouter de l'humour dans un sujet aussi complexe. Toute la complexité, en fait, elle est pour nous. C'est-à-dire que moi, c'est ce qu'on a appelé une conférence théâtrale. Et donc, tout l'enjeu est d'arriver à trouver l'équilibre entre ce qu'est la conférence et ce qu'est le théâtre. Et donc, si on fait qu'une conférence, moi, ça m'intéresse pas. Je fais du théâtre. C'est mon métier, c'est de créer des spectacles. Et si je fais que du théâtre, ça va à l'encontre de ce qui est celui de transmettre un savoir. Donc l'enjeu est d'arriver à trouver cet équilibre-là, et l'humour est souvent le facteur qui nous permet de trouver ces passages-là. Et par l'humour, en fait, aussi, c'est une manière de réfléchir à des choses tout en s'amusant. On va revenir sur le titre, les surfeurs de l'économie. Pourquoi les surfeurs ? Deux raisons. Oui. Une plus personnelle et assez bête, qui est que moi je suis assez fan de surf, et donc j'y vois beaucoup. Bon, c'est pas bête du tout, pourquoi c'est bête ? Non, mais j'y vois des métaphores de la vie. D'accord. Et deuxième, c'est qu'à la base, une des inspirations que j'avais, c'est un tableau de clé qui s'appelle Angelus Novus, sur lequel le philosophe allemand Walter Benjamin a écrit un petit texte, et qui s'appelle L'ange de l'histoire, et donc qui parle d'un ange pris dans une tempête, et donc cette tempête qui le pousse vers l'avant et qui regarde vers le passé. Et donc, c'est cette idée que l'histoire nous porte. Voilà. Et donc c'était l'idée. Enfin, c'était une manière de transposer cette chose-là avec la vague, et donc de créer une sorte de métaphore et de fable. L'enjeu était pour moi d'arriver à raconter une histoire quand même avec ce spectacle, parce que moi, c'est là que je travaille, c'est à cet endroit que je travaille, à l'endroit de la fable, de comment on raconte des histoires. Et donc voilà. Et en même temps, c'était aussi une dimension ludique pour s'adresser aux jeunes, et qui a été aussi un moteur de ces deux profs qui sont jeunes, et donc qui ont Alors, recours au surf. Quels sont les retours justement de ces élèves qui vous voient, et est-ce qu'ils sont plus fans d'économie après, ou ça aide quand même d'apprendre en s'amusant, honnêtement ? J'espère. Ça aide. C'est le but. C'est le but, en tout cas, et j'ai l'impression que dans l'ensemble, c'est un spectacle qui rencontre plutôt du succès, et les élèves en général sont assez enthousiastes, ouais. Et les professeurs aussi, ils vous gratifient, j'imagine, à la fin. Beaucoup, ouais. Les professeurs en général sont assez contents, parce que ça permet qu'on s'empare de leur matière, de leur sujet, par un autre prisme, et qu'on apporte un autre regard. Et donc, je pense que c'est toujours ça qui est intéressant. Enfin, moi, si je me projette à leur âge, c'est arriver à entrer par d'autres portes, et qui n'est pas forcément... voilà.
Vous concluez votre pièce par cette phrase: si le monde paraît en ruine, c'est que tout reste à bâtir. Cet optimiste, vous sentez qu'il résonne, qu'il est communicatif chez les jeunes? J'espère, ouais. C'est compliqué en ce moment, mais... Non, oui. Vous avez des retours? En tout cas, ouais, je pense que le théâtre, il y a une phrase le théâtre, pour moi, ce que j'essaie aussi au-delà du sens, c'est de communiquer une énergie. Et que moi, c'est mon rapport au monde. Et donc, je pense que ouais, cet optimisme-là, il peut passer au-delà des mots par une énergie de vie que peut communiquer le théâtre. Et j'espère que c'est un endroit ce que je leur partage. Ouais. Vous allez ensuite entamer une tournée dans les établissements scolaires partout en France ou Oui, on tourne un peu partout en France. On est même allé jouer au Maroc l'année dernière. D'accord, ok. Non, au début de l'année, en novembre. D'accord. Au lycée français de Marrakech, à Bruxelles. Voilà, donc, vous ouvrez aussi donc au public? On joue aussi au public, ouais. Au tout public. Bruxelles, c'était en tout public dans le cadre d'un festival sur l'économie. Donc favoriser l'accès clairement à cette vulgarisation de l'économie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Vous avez envie peut-être de faire d'autres sujets, de vulgariser d'autres sujets, parce que là, vous avez fait l'économie et la finance. Il y a plein d'autres sujets à vulgariser. Est-ce que ça vous dit ou pas? Ouais, à fond. En fait, en créant ce spectacle, j'ai aussi trouvé un format. Donc une manière de traiter tout bêtement. Quand moi j'étais jeune, il y avait Fred et Jamie. C'est pas sorcier. Comment on va trouver notre format à nous, théâtral, dans lequel on arrive à traiter d'un sujet. Vous voulez faire un peu C'est pas sorcier, mais sur scène. C'est pas mal, c'est pas vraiment, mais en tout cas, on veut trouver. Ce qu'ils ont trouvé, Fred et Jamie, c'est une manière de traiter plein de sujets. Avec ce qu'est leur humour, ce qu'est leur machin. Nous, c'est pas du tout forcément mon humour, mais en tout cas, ils ont inventé un format. Et chacun, quand on invente bref, c'est un format. Enfin, on invente des formats pour transmettre un humour, un savoir. Voilà. Et donc, nous, on a trouvé une sorte de format théâtral autour de conférences. Et donc, oui, le désir maintenant de s'intéresser à d'autres sujets. Et il y a un thème peut-être qui vous tient à cœur, que vous voudriez faire lors de votre prochain spectacle ou pas? Adressé peut-être aux jeunes ou pas, d'ailleurs, pas forcément. Ça peut être aussi pour les adultes. En ce moment, j'aimerais m'intéresser. Moi, je travaille beaucoup sur les mythes, et donc j'aimerais bien faire l'histoire de mythes, comme ça, des conférences sur, tu vois, l'histoire de Médée ou l'histoire. Ah oui, les mythes grecs. Les mythes grecs ou pas, Don Juan, mythes modernes. D'accord. Voilà, on pourrait faire sur plein de sujets, mais après, on pourrait faire sur plein d'autres sujets. Il y a plein de choses à faire, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Le Breton, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes metteur en scène et co-auteur du spectacle de théâtre Les Surfeurs de l'économie. On peut vous retrouver sur votre site internet, toutes les informations. Et on jouera à la rentrée en novembre au musée de l'économie. Super, on sera là. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée est Rosa Bernstein qui répond à ses questions. La scène, la comédie, donc ça arrive, tu le dis, en CE2. Ouais, exactement. Les premiers cours de théâtre pour te sociabiliser. À quel âge ça commence à prendre beaucoup de place? Très vite. Très vite, dès le début, je joue des rôles de clown, des rôles de maman, parce que je suis plus mature que les autres enfants, donc je joue leur maman. Et puis après, des rôles un peu romantiques, de jeunes premières, tu vois, dans les pièces de Marivaux, des rôles de femmes qui, tu sais, ne parlent que, tu vois, en donnant des images, en disant non à des hommes, en les rejetant, dans l'espoir qu'ils reviennent, ce qui ne sera pas du tout moi dans la vie, qui suis hyper cash. Mais, et après, non, dès la 6e, je veux devenir comédienne, quoi. Dès la 6e. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un autre métier qui te faisait rêver? Si, quand j'étais grosse, je voulais être boulangère. Je meurs. T'es gourmande? Pardon? T'es gourmande? Oh là là. Toi aussi? Oui. Le sucré? Oui, ouais. Le sucré. Les profiteroles? Non, c'est pas mon préféré. Ah non, non, moi je suis plus, comment dirais-je, j'aime pas la crème pâtissière. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, bref. Et du Autre émission. Et du coup, donc tu veux être boulangère, ça tu l'arrêtes très vite. Ça. Ouais. Et tout de suite le théâtre et rien d'autre. Il n'y a pas un moment où tes parents, ils te mettent pas la pression pour... Ma mère, pas du tout. Et tu sais quoi, c'est même dès le CM2, je veux aller au collège à Monet pour faire plus de théâtre, mais finalement, je vais quand même au collège à Montaigne. Mais non, c'est théâtre, comédienne. Mon père, lui, espère que je vais faire des grandes études de lettres, vu que j'ai des bonnes notes. Il espère que je vais au moins... Et tu t'investis quand même dans le français. Ah, je suis à fond. Oui, il pensait quand même, comme j'avais un caractère scolaire, que j'allais faire de longues études. Mais moi, je voulais vraiment être comédienne. Mais tu as eu des horaires aménagés après au lycée. Voilà, exactement. Pour faire du théâtre, pour faire plus de théâtre. C'est ça. Je vais en première à Racine en horaire aménagé.
Ensuite, en terminale, j'arrête le lycée, tu vois, pour faire encore plus de théâtre. Donc, pas si scolaire que ça. Je vais au CNED, je passe mon bac en candidate libre. Oui. Oui, mais tu passes quand même ton bac. Oui, bien sûr, je l'ai quand même. Mais après, je fais une fac de ciné et une école de théâtre. Et en fait, non, à un moment, je me suis dit, j'ai été un peu découragée quand j'ai raté le concours du Conservatoire national. Et je me suis dit... Tu as quel âge à ce moment-là? La vingtaine. Ouais. Et je me dis, si jamais, là, je ne l'ai pas... je me dis, je me laisse encore un an pour que ça marche, alors que j'ai 20 ans. Et je me dis, tu vois... Et si ça ne marche pas, je me dis que je ferais peut-être des études de psycho. Je m'étais dit ça. Tu trouves une autre... Ouais, je m'étais quand même toujours laissé la possibilité, pourquoi pas, de devenir psy. Et à quel moment tu considères que ça marche? Et ben cette année-là, l'année où je me suis donné l'ultimatum, je passe l'audition pour une pièce de théâtre. C'est l'adaptation des Liaisons dangereuses au théâtre de l'Atelier par John Malkovich. Et là, quand je suis choisie par John Malkovich, je me dis, allez, ça y est. C'est une belle reconnaissance. Oui. Ouais, exactement. Et après, tu passes quoi? Plein de castings tout le temps? C'est ça. Après, j'ai un gros début de carrière dans la vingtaine en théâtre. Je joue à l'Odéon, au Bouffe du Nord. Ça marche très bien. Et ensuite, fin de la vingtaine, plus difficile. Période plus vide où les castings ne marchent pas forcément. Donc à cette période-là, c'est avant de me lancer dans le stand-up. Et je tourne principalement dans des pubs. Je tourne dans une quinzaine de pubs. Et à un moment, je sature. Et je me dis, il faut que j'aille vers autre chose, que je me retrouve. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'humour dans ta vie? Exactement, il n'y avait pas encore l'humour. Pourtant, t'es drôle déjà, on le voit. Bah, peut-être malgré moi. Et on te le disait ou tu en avais conscience? Si, on me le disait. J'étais toujours attirée par la comédie. Et j'avais une troupe et on avait fait de l'impro, on avait fait des sketchs. Mais en fait, j'avais quand même l'impression de me cacher, tu vois, derrière le collectif, derrière des personnages. Je m'étais jamais dit, je vais écrire sur ma vie et ça va être moi, ça va être mon quotidien. Et puis finalement, je me lance, je le fais, ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rosa Burstein pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est des parcs qui se situent, donc, comme vous l'avez dit, dans des grandes métropoles, dans les quartiers privilégiés de ces grandes métropoles et dans les malls, c'est-à-dire dans des énormes centres commerciaux de ces grandes métropoles. Une fois qu'on est dans le mall, on rentre dans un espace fermé qui a la forme donc d'une mini-ville. Fermé, c'est-à-dire qu'on a un faux plafond, hein, on est complètement isolé. Les peint en bleu, quoi. Exactement, on est isolé de l'air libre, on va dire. Et dans ces villes, eh bien, on trouve tout ce qu'il y a d'une ville, des passages piétons, des feux signalétiques, des panneaux indicateurs, des noms de rues, etc. Avec des boutiques, c'est sur 2 étages. Et ces boutiques sont réduites à, je crois que c'est 2/3 à peu près, pour que ce soit mis à hauteur des enfants. Dans ces boutiques, on a des vraies entreprises ou des vraies institutions publiques présentes qui proposent aux enfants de jouer à travailler. Donc on peut jouer chez Petrobras au Chili, on peut jouer chez Nivea, on peut jouer chez McDo. C'est le Total chilien. Brésilien. Brésilien, voilà, pardon. Voilà, exactement. On a le même aussi à Dubaï, enfin pas Petrobras, mais la compagnie locale. On peut être chez Pizza Express à Dubaï, et donc on joue à travailler, on gagne avec ce travail des Kidzos, qu'on peut aller dépenser. C'est l'argent. Ouais, c'est la monnaie locale. Voilà. D'ailleurs, je vais vous dire bonjour, j'aurais dû vous dire Kai. Exactement. Kai, Sophie. Kai, Emma. Super. Et vous pouvez ajouter Have a productive day. Have a productive day. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les parcs. Oui, il y a aussi toute une codification du langage par les animateurs. Ouais, un passeport pour devenir kidzanien, qui est en fait un peu une manière de fidéliser les enfants, avec différents niveaux de passeport. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous prenez l'avion, vous pouvez être en business, en classe éco, etc. Et donc il y a des passeports qui sont différenciés. Selon combien j'ai payé à l'entrée? Selon combien j'ai payé et selon aussi le niveau de travail. C'est-à-dire qu'on peut upgrader si on a beaucoup travaillé et ça permet de gagner plus après et de dépenser moins. Donc, alors pour travailler, on va jouer à travailler, mais on va faire des choses malgré tout. Si je prends l'exemple du journalisme, parce que j'ai regardé, voilà, donc il y a des articles un peu préécrits, si j'ai bien compris, par la machine, on remplit un peu les trous, mais quand je pars à la fin, j'ai ma feuille de journal avec mon article, voilà, c'était mon travail, et on me paye pour avoir fait cet article. Exactement. Alors, vous avez parlé de journalisme, mais il y a aussi, on peut être garagiste, pilote de ligne, hôtesse, voilà, mais il peut avoir aussi nettoyeur de surface, femme de ménage dans un hôtel, donc c'est vraiment une très grande gamme de métiers. Moi, quand je donne des cours à des baby KT, je les prends à partir de 3 ans et demi, vous voyez, 3 ans et demi, et 3 ans et demi au dojo,
j'apprends, voilà, ils arrivent, ils rangent correctement leurs chaussons au bord du tatami, voilà, à gauche, à droite, même à 3h30. Ils saluent le tatami avant de rentrer, ils s'assoient, ils font le salut, j'explique pourquoi. Voilà, et très vraiment, si nous, on peut quelque part les aider à évoluer via la pratique justement des arts martiaux et notamment le karaté, tant mieux. Ça permet d'avoir voilà, des élèves, des jeunes qui sont à l'écoute, voilà, et qui respectent surtout à la fois les valeurs, les règles. Voilà. Et qui sont aussi, on n'en doute pas, après en cours plus concentrés, parce que plus focusés. Vous leur apprenez quoi, vous, à 3 ans et demi, 4 ans? À 3 ans et demi, déjà, effectivement, comme vous dites, je vais rebondir sur ce que vous dites, on leur apprend la concentration, à être capable d'écouter, déjà, mais surtout la mobilité, l'éveil, en fait, être capable de comprendre un petit peu voilà, son corps, maîtriser un peu le fait, c'est quoi ma main gauche, c'est quoi ma main droite. C'est surtout, en fait, on n'apprend pas vraiment les termes techniques japonais et tout à 3 ans et demi, mais c'est plus, comme je dis aux parents, de l'éveil corporel et apprendre un petit peu l'attention, être capable d'écouter quelqu'un. Donc ça demande quand même une certaine capacité pour enseigner aux baby et aux 3 ans et demi. Il y en a beaucoup qui perdent patience très vite. Il y a des gens, ils se disent je vais essayer d'être prof de karaté, puis après ils essayent les baby, ils disent non, je peux pas faire les baby. C'est pas possible. Mais voilà, moi j'en ai beaucoup, j'arrive beaucoup dans mon club au Maccabi, comme je vous disais, mais c'est quelque chose, oui, il faut être capable de captiver leur attention, et il faut bien comprendre qu'à cet âge-là, on va déjà leur apprendre plutôt un éveil corporel, être capable de savoir de tendre la main gauche, lever le genou droit, voilà, des choses comme ça. Et petit à petit, après, quand ils commencent à maîtriser, on arrive aux techniques à proprement parler et on leur met les gants et ils commencent les premières bagarres, c'est très mignon. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir établir ce tournoi de gaming interlycée. 80 joueurs dans toute la Gironde qui vont pouvoir s'affronter. Il y avait, je crois déjà, pour la première édition l'année dernière, 16 lycées de mobilisés. Est-ce que vous visez plus grand encore pour cette saison ? Alors, en fait, ce projet est nouveau et la précédente édition a eu lieu il y a 1 mois. On vient juste de commencer. Cette fois-ci, ce sera sur le jeu Valorant qui demande un peu plus d'organisation parce que ce sont des équipes, c'est du 5v5. Sur la première édition, on a accueilli des équipes en 2v2, c'était des duos de 16 lycées de Bordeaux Métropole. On a eu la chance d'avoir comme ambassadeur Imagine Action, qui est un coach reconnu de la scène. Et en plus, l'événement était casté par un casteur de Rocket Baguette, ce qui a donné vraiment beaucoup de visibilité à la communauté Rocket League. Et puis surtout, ça a vraiment, vraiment plu à ses compétiteurs. Ce qui est aussi très cool dans ce projet-là, c'est qu'on arrive à investir nos propres étudiants. C'est eux qui nous aident à monter tous les setups techniques parce que là, par exemple, pour l'édition de Valorant, il faut qu'on mette à jour 80 PC, il faut qu'on monte une régie de stream. Vous l'avez vu là avec les tests son entre nous déjà tout à l'heure, le son et la vidéo, c'est toujours capricieux au moment où on ne voudrait pas que ce soit capricieux. Et voilà, on a dans cette compétition, le cash prize, il est fixé à 500 €. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que cette compétition, elle soit trustée par des professionnels avec des gains qui seraient trop élevés. On veut vraiment que ça reste amateur et on veut vraiment que ça profite avant tout au lycée. Donc on espère avoir autant de succès, voire plus sur cette deuxième édition qui aura lieu le 20 mai et sur la 3e édition. Je crois que c'est League of Legends qu'on a choisi. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe les compétitions sur les jeux qui sont les plus demandés par les candidats qui sont inscrits, voilà. Ça vous a apporté quoi dans votre vie de tous les jours, sur le plan mental, sur le plan physique, on s'en doute? Bien sûr. Déjà, ce que ça m'a apporté, c'est de la confiance en soi. Effectivement, parce que le fait de voilà, d'être capable de travailler déjà en collectif, d'être capable d'affronter des gens, mais toujours dans le respect, d'être capable de respecter à la fois, en fait, c'est nos amis, on a des amis avec qui on s'affronte, donc déjà, surmonter l'adversité, déjà, premièrement, la confiance en soi, pour surmonter plein de choses, j'ai pu faire plein de choses dans ma vie, j'ai fait aussi des longues études, voilà, donc cette capacité à pouvoir se fixer des objectifs, de les atteindre, voilà, d'avoir une certaine discipline aussi, d'être capable d'être discipliné, c'est-à-dire que quand on est sur plusieurs objectifs, comme quand je passais mon master et que j'étais en équipe de France en même temps, j'étais capable de se dire voilà, je fais ça, bien compartimenter les choses. Le respect des autres aussi, évidemment. Je pense que vraiment les arts martiaux, j'insiste, c'est pas que un cliché, mais ça, quand on pratique vraiment ça depuis longtemps, ça inculque vraiment des vraies valeurs de respect de l'autre notamment. Et voilà, le respect, la confiance en soi, je pense, en termes de valeurs et puis plein de bonnes choses comme ça. Ça apporte aussi du charisme ou pas? Parce que je sens votre énergie, je sens à travers l'écran l'énergie de Dominique, c'est pas une blague,
qui est très charismatique également. Ouais. Ça apporte ça aussi, Dominique, le karaté? Une forme de confiance en soi, de prestance, de charisme? Ça apporte tout à fait la confiance en soi, je confirme, hein, parce que quand j'ai commencé le karaté à l'âge de 15 ans, j'étais plutôt un gamin réservé, timide. Je faisais souvent l'objet de moqueries, etc. Puis, bon, voilà, j'ai débarqué en France à l'âge de 6 ans. Et donc voilà, à l'époque, dans les années 70, c'était un peu compliqué de se faire une petite place dans la société, on va dire ça comme ça. Mais grâce justement au karaté, j'ai pu prendre de l'assurance en moi-même et puis devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'essaie de témoigner de mon parcours à tous mes élèves du lycée. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Marie, à la réal, Angèle, Jean Girard, au son Mathieu Sullivan, au maquillage Tae Sayad, Emma Guessel et Agathe Delannoy, pardon, là, elle va me tuer à la rédaction. Merci beaucoup, très belle soirée à tous.